tous, bienvenue ce soir pour la conférence sur le burn-out et la dépression et pour découvrir ensemble quelles sont les différences entre l'un et l'autre, comment les reconnaître, comment on les soigne, qu'est-ce qui est euh, commun et différent à ces deux problématiques. Un petit peu de chiffres, pour ceux qui aiment les chiffres. Et puis, eh bien, aussi partager avec vous mon expérience par rapport au burn-out et à la dépression. Je vous remercie beaucoup d'être là ce soir avec moi. Je suis Laurent Chauvier, je suis conférencière, coach et formatrice. Et les sujets que je délivre dans mes conférences sont des sujets que j'ai vécus personnellement ou qui me tiennent à cœur ou qui me passionnent. Et pour avoir plus d'impact sur un monde futur meilleur, je les partage avec vous. Et si ça peut servir à une seule personne à travers le monde francophone, ça peut soit l'éclairer sur des connaissances ou acquérir de nouvelles compétences ou avoir le petit déclic qui lui dira, ben voilà, moi j'ai envie d'entamer une démarche. Pour moi, j'ai eu de l'impact sur le monde, donc c'est très bien. Je partage avec vous tout ce que je sais, tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai expérimenté. Et je ne cherche pas à vous vendre des choses, je cherche simplement à ce que vous soyez beaucoup plus outillés sur des problématiques de vie quotidienne pour que vous puissiez soit vous en sortir par vous-même, soit trouver, peu importe où vous vous trouvez dans le monde, un praticien qui va pouvoir vous accompagner dans votre mieux-être. Et, mais à côté de ça, moi, si je peux simplement vous accompagner, vous aider, vous éclairer, moi, j'ai tout gagné. Donc, posons le cadre. Alors, le burn-out, la dépression, c'est un sujet extrêmement dense. Donc, je crois que j'aurais pu faire une présentation de 2, 3, 4, 5 heures. J'ai résumé au maximum, mais pour que vous en ressortiez grandi et équipé. Il y a malheureusement des questions que chacun ou chacune d'entre vous a pu se poser que je ne couvrirai pas durant cette présentation, mais ce que je vous invite à faire, c'est de me poser les questions dans les commentaires ou en m'envoyant un mail ou en vous m'envoyant des messages privés sur les réseaux sociaux, etc. Et je tenterai au mieux de répondre à votre question. Et si je ne sais pas y répondre, je vous renvoie vers un professionnel qui est dans mon réseau et qui s'occupe principalement du burn-out ou de la dépression. Si vous voulez interagir avec moi durant la conférence, utilisez les commentaires du Facebook Live. Si vous avez une question, si vous avez un commentaire, si je vais trop vite, si je vais pas assez vite, enfin, peu importe, interagissez dans les commentaires. Partagez cette vidéo avec des gens qui en ont qui ont besoin d'être éclairés sur le sujet de la dépression, pardon, ou du burn-out. Partagez-le dans votre cercle d'amis, dans vos collègues, dans votre famille, si vous voyez des gens qui en souffrent ou des gens qui commencent à avoir les premiers symptômes ou simplement par plaisir. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin plus individuellement de mon aide ou de mon accompagnement. Je suis bien entendu ouverte. Et à la fin de ce live, vous aurez un petit cadeau, voire 2 cadeaux cette fois-ci. Je vous partagerai principalement les ouvrages qui m'ont servi à me reconstruire après des burn-out. Alors vous allez vous dire, mais qui est cette fille pour parler du burn-out? Eh bien, comme d'habitude, je vous ai préparé une petite présentation et je vais vous dire qui je suis pour vous parler du burn-out. Il faut savoir que j'ai été face à du burn-out, j'ai été face à de la dépression et j'ai fait aussi ce qu'on appelle l'expérience de tous les burn-out, etc. Donc, en 2000, je viens de débuter ma carrière dans l'enseignement. Je suis enseignante en Belgique, près de Bruxelles, donc sur Bruxelles, dans une école d'enseignement spécial.
Je fais la rentrée de septembre et puis au niveau du mois de janvier, moi qui ne suis jamais malade, je commence à être malade. J'ai une bronchite qui dévie en pneumonie, machin, bidule, enfin voilà, pas très chouette. Et aux alentours du mois de mars-avril, ce qu'on appelle chez nous les vacances de Pâques en Belgique, je discute avec mon papa à l'époque et je lui dis, écoute papa, je suis désolée, mais je ne peux pas rentrer à Bruxelles ce dimanche, c'est impossible pour moi, je ne peux plus, j'y arrive plus, c'est plus possible, c'est trop dur. J'ai à peine 20 ans, ce sont des gamins qui ont des passifs de vie assez lourds. Je m'occupe d'enfants qui sont soit en retard mental léger. J'ai une petite fille dans ma classe qui a à peine 11 ans et qui se scarifie à 100, enfin qui se fait vraiment du mal. J'ai des enfants qui sont sous médication parce que, soi-disant, ils sont trop remuants, hein, les hyperkinétiques, les hyperactifs, etc. Et moi, j'ai 20 ans, j'ai rien fait de ma vie. Comment veux-tu que je fasse ma place et que je m'impose face à ce genre d'enfants qui ont besoin de limites, de cadres, de structures? Alors, j'ai aucun problème à me faire respecter, mais par contre, les conditions de travail, c'est beaucoup trop émotionnel pour moi, c'est beaucoup trop... voilà, je me souviens d'un cas typiquement où j'ai un enfant de 6 ans, mais qui, je ne sais pas où il va trouver ses forces parce qu'il est petit, il est tout frêle, il balance son banc sur un autre enfant, quoi. Et moi, je suis là au milieu et je me dis, mais au secours, sortez-moi de là, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, je suis complètement dépassée par les événements. Et donc, voilà, je me mets au vert pendant une quinzaine de jours. Après, je reprendrai mon boulot. Et en fait, ben, aujourd'hui, je suis toujours en train... Alors, ce que le médecin de famille m'a dit, c'est que c'était une dépression. Je me suis arrêtée 2 semaines. Mais est-ce que c'était une dépression? Est-ce que c'était un burn-out? Moi, je penche plutôt pour un burn-out, mais à l'époque, on n'entendait pas ce mot, on entendait juste dépression. Donc voilà, peut-être mauvais diagnostic ou pas diagnostiqué, j'en sais rien. 2014, je suis dans la grande industrie pharmaceutique. Je fais un premier burn-out parce que je suis face à une personne qui est assez manipulatrice, qui a différents discours. C'est pas clair, les règles de travail sont pas claires, le cadre de travail n'est pas clair, ma mission n'est pas claire. Et donc, en gros, je comprends pas vraiment trop à quoi je sers. Il y a une quantité de travail incroyable, des horaires de travail incroyables et on travaille dans le flou. Donc là, je pète un câble, je vais me cacher au boulot pour pleurer, etc. Je comprends pas trop ce qui m'arrive, je me reconnais pas parce que ben, je procrastine, je végète un peu au boulot et je suis mais hyper émotive, ce qui est à cette époque absolument pas moi. Et donc là, j'ai un arrêt de travail de 6 mois. Le diagnostic du burn-out est posé. J'entame une psychothérapie. J'apprends les leçons que je dois tirer du burn-out. Et puis, 6 mois après les 6 mois d'après, je reprends ma mission de salarié dans cette entreprise. Mais à l'époque, me vient l'idée d'être indépendant, de me mettre dans le coaching, voilà, enfin, de sortir de ce système de salarié. Mais je ne sors pas du système parce que il y a des enjeux matériels qui sont derrière, il y a ma situation financière qui s'améliore de mieux en mieux. Donc, je me dis, voilà, OK. Et puis, en 2019, pour ceux qui me suivent savent, j'ai vécu le décès de ma maman assez brutal en 2016. Je suis dans la crise de la quarantaine. Je ne trouve plus de sens à travailler dans cette entreprise pharmaceutique. Et les conditions de travail sont pitoyables parce que je n'ai pas les moyens de mes ambitions. On fait des queues de budget partout, donc il faut faire de l'amélioration, il faut changer les choses, il faut ramener plus d'argent, il faut travailler plus vite, il faut travailler mieux, etc. Mais avec, entre guillemets, zéro marge de manœuvre ou 1% de marge de manœuvre. Donc voilà, je me sens en fait les ailes coupées en tant que leader de projet d'amélioration continue.
Et ce n'est pas les missions de communicante ou de leader de comité bien-être qui vont m'apporter un regain de motivation parce que voilà, ça aussi, ça se fait avec 2 francs dessous. Donc, en 2019, je continue un peu à travailler. Et puis, en mars 2020, là, je pète un câble incroyable. Je fais un malaise au boulot. Je me retrouve en fait au cabinet médical de mon boulot. Et là, la personne me dit, écoutez, non, vous êtes en plein burn-out, c'est pas possible. Donc, burn-out, c'est une autre forme de pétage de plomb. J'en viendrai à la fin de la conférence. Ça fait 3 ans et 3 mois que je suis à l'arrêt. Et je suis... alors, l'avantage que j'ai eu, c'est qu'avant d'être à l'arrêt, j'avais pris mon statut d'indépendant complémentaire ou de solopreneur, ça dépend dans quel pays on est. Et ça me permet, depuis plus ou moins septembre l'année dernière, ou depuis janvier, je ne sais plus exactement, de retravailler en tant qu'indépendant complémentaire 1 jour par mois pour faire décoller mon activité de coach, de formatrice et de conférencière. Et je pense reprendre le travail salarié au mois de septembre, mais en ce qu'on appelle ici en Belgique le mi-temps thérapeutique. Donc, c'est comme une réinsertion à l'emploi dans ma société. Donc, voilà, ça va être en discussion le mois prochain. Donc, voilà. Alors, voilà, je suis coach, je me suis formée, je suis comment je veux dire, en formation continue sur le burn-out. J'ai fait une spécialisation de coaching sur le burn-out. Donc voilà aussi qui je suis pour vous parler du burn-out. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Vous allez voir, la présentation va respecter plus ou moins le même schéma pour les gens qui sont visuels. Toujours une comparaison entre burn-out d'un côté en rouge et dépression à droite en vert. J'espère que c'est comme ça que vous le voyez. Donc, en fait, le burn-out, c'est vraiment un gap, un écartèlement que le sujet, le malade ressent entre qui il est et ce qu'il doit faire. Il faut savoir que le burn-out, ça c'est un terme anglais. En français, on le traduit par le syndrome d'épuisement professionnel. C'est un déséquilibre physiologique. Le corps, en fait, qui est notre cri d'alarme, il est complètement KO, mais notre cerveau veut encore fonctionner et il fonctionne encore plus ou moins. Donc, c'est pour ça qu'on dira, je pense que j'en parle dans la présentation, dans la conférence, on dira que, en fait, les personnes atteintes de burn-out, leur corps ne peut plus, mais le cerveau foisonne de projets en dehors de la sphère professionnelle. Donc, dans le burn-out, ce sont les valeurs, la dignité. C'est vraiment votre âme qui est attaquée, en fait. C'est l'âme du sujet ou du malade qui est attaquée. C'est... vous êtes comme inspiré dans une spirale négative, descendante, et vous n'arrivez pas à vous en extraire. Le burn-out, pour moi, si je dois mettre une image, c'est par exemple un circuit électrique qui saute, c'est un disjoncteur, c'est le disjoncteur qui a sauté, c'est on tire la prise brusquement et ça ne fonctionne plus. C'est autrement dit vos circuits qui ont grillé, si vous voulez. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pendant un burn-out, on peut avoir des phases de dépression. Donc, voilà. La dépression, c'est plutôt une extrême mélancolie, une extrême tristesse. On se sent désespéré, on voit tout en noir, on n'est plus motivé. Autant le burn-out touche la sphère professionnelle, autant la dépression va toucher plusieurs sphères de la vie, voire toute la vie. On voit tout en noir, on est négatif sur tous les points de la vie. Dans la dépression, la tête est complètement out. Par contre, le corps peut encore avancer. Il pourrait, mais bon, vu que la tête ne fonctionne plus, elle ne donne plus d'impulsion au corps. La dépression est plutôt sur une longue période, alors que le burn-out, alors ça c'est la théorie, hein, chaque cas est différent, on est bien d'accord, le burn-out est plutôt sur une période un petit peu plus courte.
Et la dépression, c'est vraiment un problème psychique ou psychologique, alors que, comme je vous disais, le burn-out, c'est un déséquilibre physiologique. Ça atteint plutôt l'âme, le spirituel, les valeurs, l'intégrité, etc. Alors, le burn-out, c'est une crise sérieuse. Pendant un burn-out, on n'a pas toujours besoin d'être soigné par médicaments. Et en fait, la maladie, le burn-out, c'est en résumé la maladie du trop. On en fait trop, on en dit trop, on est trop impliqué. Voilà, c'est vraiment la maladie du trop. Et le burn-out, c'est vraiment la conséquence d'une exposition à un stress prolongé. La personne qui est en burn-out, elle va lutter contre ce burn-out, elle va même avoir une phase de déni où elle va dire « non, moi je ne suis pas en burn-out », etc., alors qu'elle a tous les symptômes du burn-out. La personne qui est en burn-out, elle est obsédée par le temps. C'est j'ai pas le temps, j'aurai pas le temps, il faut que je fasse ça vite, il faut que je me dépêche, etc. C'est bien souvent aussi les personnes qui ont un peu l'âme du sauveur. Et ça, c'était tout à fait mon cas. Moi, j'avais cette âme de sauveur, je voulais sauver tout le monde, tout le temps. Aucune prise de recul, donc on prend tout au premier degré. Nous sommes des personnes qui, alors dans mon cas, c'était le cas, besoin de reconnaissance, avides de reconnaissance. Et on s'imagine que parce qu'on bosse bien, parce qu'on bosse plus, parce qu'on fait plus que les autres, parce qu'on est meilleur que les autres, ben, on va avoir cette reconnaissance de la part de l'extérieur, alors que c'est faux. Et donc, comme je vous l'ai dit, c'est un syndrome d'épuisement professionnel, ça touche un point de la vie professionnelle. En ce qui concerne la dépression peut avoir plusieurs formes et on le verra dans la fin de la conférence. Il y a plus ou moins une dizaine de dépressions différentes, de types de dépression. C'est une maladie sévère où la dépression, il y a majoritairement dans la littérature, on dit prise d'antidépresseurs et parfois de psychothérapie. Et c'est pas parfois de psychothérapie, c'est enfin, une prise de médicaments, une médication à suivre en cas de dépression. La personne qui est en dépression, au lieu de tout vouloir contrôler, elle lâche. Elle n'est pas du tout dans la lutte, elle lâche complètement ce qui se passe. Par contre, elle est complètement spectatrice du temps qui passe. Elle perd parfois même la notion du temps. Ce sont plutôt des personnalités négatives qui voient le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein, qui voient tous les problèmes de la vie mais pas de solution, etc. Il y a un trait commun, c'est qu'ils ont une consommation d'alcool parfois anormale. Ce sont aussi des personnes qui ont vécu des épreuves récentes, telles que les deuils, des séparations, ils ont été licenciés de leur boulot, ils ont perdu un être cher, une rupture amoureuse, des conflits, des grosses disputes, etc. Et comme je vous disais, il y a plusieurs types de dépression, on les verra à la fin, et je vous renseignerai un site si vous voulez aller plus en profondeur. Alors, burn-out et dépression, comme je vous l'ai dit, c'est un domaine restreint pour le burn-out, le professionnel. Et comme je vous l'ai dit aussi, le sujet, alors ici j'écris le sujet, mais c'est le malade, mais j'aime pas dire le malade, je trouve enfin, c'est vrai que le burn-out est une maladie, elle est reconnue comme maladie professionnelle en Belgique. Mais voilà, donc le sujet, il a plein de projets, mais en dehors du domaine professionnel. Et ça, clairement, moi, je l'ai vécu. Il ne fallait plus me parler de mon travail de salarié. Par contre, j'allais faire du jardin, j'allais faire du jardinage, j'allais organiser mon jardin, j'allais ranger ma maison, j'allais voyager à travers le monde. Enfin, alors que mon corps dormait 23 heures sur 24. Hein, mais bon, voilà, bref, j'avais plein de projets. Ma tristesse était variable. Je sais que mon premier burn-out, ça j'étais vraiment mal parce que mon corps a dit stop, j'ai plus pu me lever. Et pendant quasiment une semaine, j'ai dormi 23 heures sur 24. Je me levais pour faire pipi, je me levais pour manger. Et c'est mon compagnon qui a pris tout en charge pendant 6 mois. Au départ, mon burn-out en 2014, j'ai refusé la médication j'ai eu un médecin conseil envoyé par mon manager à l'époque. Bien entendu, il fallait qu'il continue jusqu'au bout. Cette manager
Et le médecin contrôle m'a dit, ah ben, vous ne prenez pas de médicaments, donc vous n'êtes pas malade, donc vous retournez au boulot demain. Donc voilà, j'ai dû me défendre devant un comité de médecins, un tribunal des médecins, etc. Ça a très très mal tourné. Pour finir, j'ai pris les médicaments, j'ai été KO 2-3 jours et puis ça m'a vraiment aidé. Les premiers symptômes du burn-out, ils sont plutôt oui, de l'ordre émotionnel. Vous le verrez tout à l'heure, vous allez voir les symptômes que je vais décrire. Ben voilà, on y arrive. Donc, il y a moins d'humour, donc ouais, on prend tout au premier degré, on rigole beaucoup moins, on a moins de légèreté, on accepte moins les changements, on est beaucoup moins flexible, on devient un peu plus rigide, on devient sceptique sur les choses, on remet en question la parole ou les faits que les gens nous apportent, on doute de tout, on remet beaucoup de choses en doute. On est dans la désillusion. Voilà, oui, tu crois ça, mais peut-être c'est la société qui le dit, mais ça n'existe pas, tu vois bien que ça se fait pas, donc voilà, on est comme ça. On ne supporte plus la moindre frustration et insatisfaction. Ça, on est, on est à fleur de peau au niveau des frustrations, etc. On est assez irritable. On est plus motivé et on a tendance à repousser le boulot. Ouais, je ferai ça demain. On fait des petits trucs, mais assez insignifiants parce qu'on n'a plus la tête, on n'a plus une énergie à se mettre dans un truc où on va être concentré, etc. Oui, on est au bord de l'explosion, ça c'est clair. Mais on a encore assez de lucidité pour se dire, enfin, c'est plus moi, quoi. Pleurer au boulot, jamais de ma vie, j'ai pleuré au boulot. Pourtant, ça m'est arrivé lors de mon burn-out. Jamais de ma vie, je n'ai remis du travail au lendemain. Pourtant, ça m'est arrivé pendant le burn-out. Jamais de la vie, j'ai été désinvestie. Pourtant, lors de mon burn-out, j'étais désinvestie. J'avais plus envie de m'investir dans rien, plus d'ambition, voilà. Et moi, enfin, les 2 fois, je me suis isolée, mais pour me protéger, en fait. Alors, ça, c'est le burn-out. Au niveau de la dépression, toute action ou initiative qu'on va prendre, c'est un effort surhumain. On ne ressent plus de plaisir, on ne ressent plus de joie dans ce qu'on fait ou qu'on avait l'habitude de faire. Tout ce qui est passion, famille, hobby, etc., on s'en est un peu désintéressé, désinvesti. Évidemment, la vie de tous les jours, elle est fade, elle est terne, c'est noir, quoi, en fait. On se renferme dans notre souffrance. Et alors, on se sent très coupable parce que pour nous, cette maladie, cette dépression, c'est comme si on était puni de quelque chose. Alors, il y a des traits communs entre le burn-out et la dépression. C'est par exemple l'isolement, mais pas pour les mêmes raisons, en fait. Dans le burn-out, on s'isole pour se protéger. Dans la dépression, on s'isole parce qu'on a un mode mental qui est tellement négatif qu'en fait, on n'a plus d'interaction avec les gens. C'est préférable parce que chaque fois, ça tourne en queue de boudin, en fait. Donc, on devient aussi assez irritable. On a beaucoup de troubles du sommeil, manque de l'appétit, parfois des troubles alimentaires aussi. On est beaucoup plus lent. On a des pertes de mémoire énormes, alors dans le burn-out aussi. Mais, comment je vais dire, autant dans le burn-out, on a le cerveau qui marche, autant dans la dépression, il est à plat, quoi. Et nos pertes de mémoire, c'est ça. On n'a même plus, c'est un effort de faire appel à notre mémoire pour nous rappeler de quelque chose. Dans la dépression, c'est ouais, comme tu veux. Oh, je sais pas, peut-être. On est incapable de se positionner et de prendre une décision, ça, c'est pas possible.
Et en fait, dans certains types de dépression, la seule porte de sortie qu'on voit, c'est la mort, le suicide, voilà. C'est la seule libération qu'on peut avoir. Alors, je regarde au niveau timing. Alors, burn-out toujours. Donc, le burn-out, je vous ai dit, c'est comment je veux dire, une réaction à un stress élevé, répétitif et quasi permanent, d'où on est très anxieux et c'est cette anxiété qui fait qu'on perd la mémoire, qu'on a des problèmes de concentration. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, une chose que j'ai expérimentée, c'est la procrastination et l'inefficacité. Je faisais des choses, mais en fait, ça me prenait 3 heures pour envoyer un mail, ça me prenait je ne sais pas combien de temps pour aller à l'imprimante, imprimer un rapport, analyser le rapport, donner les chiffres, etc. Enfin, c'était une lenteur pas possible. Et on est un peu, c'est différent de la dépression, mais on est plutôt paralysé à la décision. Autant la dépression, on est encore dans le sens de ouais, comme tu veux, je sais pas, peut-être, machin. Autant ici, c'est no way, quoi. On a délégué les rênes à quelqu'un d'autre. On a même plus l'énergie de tenir les rênes de quoi que ce soit. Donc, je vous ai parlé de la procrastination. Et moi, ce que j'ai vécu et ce qui m'a, je pense, amené au burn-out, et c'est une des choses que je n'ai pas traitées dans mon burn-out en 2014, c'est qu'en fait, j'ai perdu confiance en moi au niveau de mes compétences et au niveau de l'estime de moi. J'avais vraiment l'impression que je n'étais plus capable de rien du tout et que je valais rien du tout. Donc voilà. D'où le sentiment d'être en échec professionnel, de ne rien valoir sur le plan professionnel. Et donc, ça se remet aussi sur la vie privée, de ne pas être une bonne compagne, de ne pas être une belle personne. Voilà, ça peut toucher à ce niveau-là aussi. Alors, il faut savoir que dans le burn-out, on a aussi un épuisement physique, puisque je vous disais, la tête fonctionne encore bien, mais le corps, il n'en peut plus, c'est plus possible. Donc, on commence à avoir des douleurs physiques. Parfois, moi, j'ai connu des personnes sur le lieu de travail qui étaient bloquées physiquement au niveau du dos. Et j'ai vu des personnes qui étaient complètement rigidifiées sur place. Et elles avaient une telle douleur dans le dos qu'elles ne pleuraient même pas, elles avaient les larmes qui coulaient toutes seules, elles ne pouvaient plus bouger, elles étaient statiques debout, elles ne pouvaient même plus déplacer une jambe pour avancer, rien du tout. Donc elles sont parties en civière à l'infirmerie du boulot. J'ai vu aussi des gens qui en burn-out avaient d'énormes problèmes cardiaques, tout d'un coup, comme ça, des palpitations où ils avaient du mal à respirer, où ils ne se sentaient pas bien, où ils transpiraient, etc. Aussi emmenés à l'infirmerie directe et c'était un diagnostic de burn-out. On peut faire des malaises. Moi, j'ai fait un malaise lors de mon burn-out. On peut avoir notre immunité qui est affectée, donc plus souvent malade, plus de maladies. On a tendance à se réfugier dans la junk food, la mauvaise nourriture, etc. Ou la nourriture facile, hein, les plats préparés, les McDo, etc. Alors, on rumine pendant la nuit, énormément en burn-out. On rumine pendant la nuit. Et donc, le matin, quand il faut se lever, on est à la masse. Jusqu'au jour où on ne sait même plus se lever parce qu'on est trop fatigué. Donc, voilà. On en arrive à un certain... Alors, c'est comique parce que je vous parlais, on prend tout au premier degré, mais on a aussi ce côté très cynique sur les choses et parfois grinçant, je vais dire, sur certains sujets. On a une certaine aussi agressivité et violence intérieure, mais on ne la dit pas, on ne la montre pas. Et c'est pas violent envers nous-mêmes, hein. Ça peut être violent envers nous-mêmes, mais c'est une violence et une agressivité envers qu'est-ce que c'est que ces incompétents et qu'est-ce que c'est que ces cons, mais ils comprennent rien du tout à la vie, etc. Parce que nos émotions sont assez exacerbées. Donc ça, c'est en fait pour toutes les caractéristiques, les symptômes du burn-out. Donc, je pense qu'avec 3 slides, c'est peut-être pas 4 parce que je ne sais pas où j'en suis, mais 4 slides,
si vous n'avez pas encore assez d'informations sur comment je peux repérer quelqu'un en burn-out ou quelles sont les caractéristiques du burn-out et de la dépression, voilà. Je vous en ai quand même offert beaucoup. Et je me suis sûrement, il y a eu des redites et des choses comme ça parce que voilà. Alors, je vais... Oups, voilà, de laisser ici. Alors, à cause de quoi est-ce qu'on fait un burn-out ou une dépression? Alors, je vous ai déjà dit, donc les redites, un stress important répété, ça peut causer le burn-out. Les exigences au niveau du travail, que ce soit la quantité de travail ou les horaires. Alors, il faut savoir aussi que alors, c'est ce que moi j'ai vécu, c'est qu'en fait, la quantité de travail, vu que j'étais en burn-out, me paraissait énorme, alors qu'elle était la même qu'avant, hein, il n'y a pas de souci. Et alors les horaires, on s'imagine qu'en restant plus tard au boulot, on va travailler plus, on va abattre la quantité de travail qu'on croit énorme, alors qu'elle est la même qu'avant. Donc c'est un peu un cercle vicieux et un leurre. Donc voilà, on peut être workaholic, hein, on passe des heures au boulot, c'est le boulot qui a priorité dans notre vie. Donc voilà. Les exigences émotionnelles, donc il faut savoir que voilà, sur des lieux de travail, il y a beaucoup de pression et il y a certains lieux de travail où en fait les émotions, le bagage émotionnel est complètement banni. Donc on reste dans des facts and data et l'émotionnel n'a absolument pas sa place. Alors pour quelqu'un comme moi qui suis assez émotionnelle, je dirais pas hypersensible, mais je suis assez sensible, ne pas laisser la place aux émotions, c'est très difficile pour moi. Je vous en ai parlé tout à l'heure, le manque d'autonomie et de marge de manœuvre. Donc, au niveau de mon burn-out en 2014, c'était tellement flou que je ne savais pas, c'était pas clair ce que je pouvais faire, pas faire, où s'arrêtaient mes responsabilités, où commençaient ceux des autres. Et est-ce que ce que je faisais était bien, pas bien? Voilà, c'était pas clair. Dans mon burn-out, ça c'était l'inverse, j'étais continuellement sous contrôle avec tiens Laurence, est-ce qu'aujourd'hui tu as respecté des engagements, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Sinon, aujourd'hui, j'ai pas su faire ça parce que oui, mais comment ça se fait, machin, bidule. Et j'avais vraiment l'impression de me retrouver petite fille qui rendait des comptes à son père et à sa mère. Et ça, pour quelqu'un d'indépendant et d'autonome comme moi, ça c'est dur, voyez-vous. Marge de manœuvre, même chose. On me demandait de faire des choses, mais je n'avais pas les moyens de les faire. Alors, pas les moyens financiers, ça n'a rien à voir avec les moyens financiers, mais parfois c'est les moyens humains, c'est les moyens temps. Il fallait faire un truc. Alors, voilà, il faut lancer un projet sur 3 mois et en fait, vous vous rendez compte que, vu toutes les procédures, ça prendra 6 mois à 1 an. Donc, dans des grosses sociétés où tout est procéduré et tout est cadenassé, moi, qu'est-ce que je fais? Je relève le fait en disant oui, mais cette procédure-là, ce machin-là, ce changement-là, ça prendra X points, etc. Ah non, c'est pas possible, il faut faire ça plus vite et tout. Ok, bon, moi je veux bien influencer, je veux bien négocier, mais il y a un moment où voilà, les faits sont les faits et je ne vais pas pouvoir soulever des montagnes avec mon petit doigt, quoi. Donc voilà. Le manque de soutien et de reconnaissance, ça c'est vraiment flagrant. Moi, je l'ai vraiment ressenti dans mon premier burn-out et dans mon burn-out. Et notamment dans mon burn-out où, et là on va arriver au conflit éthique et de valeurs, c'est que un petit peu avant de tomber, d'être malade en burn-out, je me suis présentée à différents postes via lesquels je pouvais avoir une évolution. C'était des postes à responsabilité beaucoup plus élevés par rapport à ce que, enfin, pas beaucoup plus élevés que ce que par rapport à je n'étais quand j'ai postulé. Et en gros, les feedbacks, c'était t'es trop bien dans tes baskets, tu véhicules les belles valeurs, tu es humaine. Enfin bon, il y a des trucs positifs et les feedbacks négatifs que j'ai reçus en fait, ils se contredisaient quand ils me donnaient le feedback. Et donc, comme
boss, pas mon manager. Mon boss m'a dit, bah, écoute, il va falloir qu'on travaille ensemble pour que tu sois moins charismatique, que tu fasses moins peur, etc. Je me suis dit, mais oh, c'est quoi ça? Moi, tu me prends, tu me jettes, mais je ne vais pas me transformer pour faire plaisir à la société. Je suis qui je suis, je vaux ce que je vaux et je ne vais pas changer pour faire plaisir aux gens. Et donc là, ça a été franchement un gros conflit de valeurs pour moi. Et en fait, c'est ma rebelle qui a parlé parce que j'étais déjà enfant comme ça. Et je pense que ma rebelle s'est réveillée à ce moment-là avec ma crise de la quarantaine, avec plein de trucs où j'ai dit non, moi, tu me prends comme je suis. Et si ça ne te convient pas, tu me jettes. Point barre. Mais moi, je ne vais pas être moins charismatique, je ne vais pas être moins compétente, je ne vais pas être moins humaine, je ne vais pas être moins leader, je ne vais pas être moins sympa, je ne vais pas être moins performante. Je suis qui je suis, comme je suis, et basta. Donc ça, c'était un gros conflit de valeurs pour moi. Et puis alors, les changements qu'il y a dans notre société pour l'instant, que ce soit les sociétés au niveau professionnel ou la société en général, l'insécurité qui peut régner par rapport au monde du travail et au monde de l'emploi, ce sont aussi des causes qui peuvent amener des gens à cette maladie du burn-out. Au niveau de la dépression, qu'est-ce qui provoque une dépression? C'est plutôt des interactions difficiles, des facteurs sociaux assez difficiles. Je vous en parlais tout à l'heure. On perd son emploi, on se fait virer, on perd une grosse rentrée d'argent, on doit renoncer à un certain statut social. C'est à la fois psychologique et biologique aussi. Il y a des facteurs qui sont intrinsèques à la personne. Et je vous parlais de la survenance d'événements traumatiques, comme par exemple la perte de quelqu'un, on est viré, on se retrouve au chômage, on a moins de rentrée, on a des conflits dans la famille, au boulot, on divorce, on a vécu des traumatismes et puis rien à la surface. Donc voilà, ce sont différentes causes de la dépression. Qui sont les acteurs du burn-out et de la dépression? Alors, un des acteurs principaux, c'est vous, puisque vous êtes le malade ou le sujet comme je l'ai appelé ici. Dans le cas d'un burn-out, vous pouvez en ressentir les symptômes. Alors, dans tous les cas, que ce soit burn-out ou dépression, moi, ce que je vous conseille, c'est médecin de famille. Médecin de famille va faire un bilan de santé, poser le diagnostic. C'est lui qui est à même aussi de faire la différence entre les deux. Burn-out, comme c'est lié principalement au milieu professionnel, vous avez parfois le médecin du travail, des personnes de confiance qui sont sur le lieu de travail. En burn-out, vous pouvez vous adresser à un psychologue, psychiatre, psychothérapeute, un psychanalyste. Alors, quelles sont les méthodes qui vont vous permettre de soigner, entre guillemets, votre burn-out? Comme on l'a dit tout à l'heure, on est en burn-out, on n'est pas obligé de prendre des médicaments, d'accord? Mais vous pouvez aller en psychanalyse, en analyse transactionnelle, faire de la gestalt-thérapie, les thérapies comportementales et cognitives, tout ce que je vous ai mis à côté de la sophrologie. Il y a des centres de santé mentale, il y a même des centres de burn-out maintenant. J'en connais un en Belgique qui s'appelle stressout.be, qui est, je pense, mené par Anne Abetz. Je pourrais vous mettre les commentaires après. Dans certains cas, il y a nécessité d'un avocat parce qu'un burn-out peut être lié à du harcèlement sexuel ou du harcèlement moral. Il y a des groupes de parole sur le burn-out aussi qui se font. Et alors, vous avez aussi la ressource qui est mon domaine, qui est le coaching. Et dans le cadre du burn-out, le coach est vraiment un tuteur de résilience. Il va vraiment vous aider à mettre en place des mécanismes qui vont vous aider à vous protéger du burn-out et à comment je veux dire, par exemple, gérer vos émotions, mieux gérer votre temps, trouver le juste investissement dans votre profession, créer un équilibre vie privée, vie professionnelle. On va le voir plus tard, mais notamment s'affirmer, etc., reprendre confiance en vous, avoir une meilleure estime de vous-même. Le seul attention que je mets, c'est que le coaching se fait en phase de pré-burnout et post-burnout.
il ne se pratique pas durant la phase aiguë de burn-out. Durant la phase aiguë de burn-out, vous venez de péter un câble, votre corps a besoin de se régénérer. Et donc là, c'est vraiment les psychiatres et les psychologues qui interviennent. Alors, en dépression, ben, je vous dis, médecin de famille. Généralement, on est en psychothérapie pour gérer la dépression. On est mis sous antidépresseurs légers ou d'autres médications. Alors, antidépresseurs, oui, léger ou pas léger, peu importe, mais d'autres médicaments aussi, parfois que l'antidépresseur. Il y a des groupes de soutien, on peut suivre des thérapies comportementales et cognitives aussi, etc., etc. Alors, comment est-ce qu'on peut prévenir? Et c'est ça qui est intéressant, que vous soyez proche ou éloigné du burn-out. Comment est-ce qu'on prévient du burn-out ou de la dépression? Dans le burn-out, c'est vraiment créer cet équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. C'est comme dans la dépression, être en activité corporelle. Alors, je ne dis pas sport parce que certains s'imaginent sport, aller suer en salle de muscu ou faire du... Je ne reviens jamais sur ce mot, le cycling, enfin bref, soit, c'est pas grave. Moi, je dis plutôt activité physique dans le cadre du burn-out. Dans la dépression, c'est avoir des activités, voilà, des activités, des hobbies, être en activité. Dans le burn-out, comment est-ce qu'on va prévenir? C'est les besoins alimentaires. Parce que comme je vous l'ai dit auparavant, parfois on peut se lancer dans la junk food au niveau du burn-out parce qu'on est pressé, parce que soi-disant on n'a pas le temps, parce que c'est plus facile, parce qu'on n'a plus d'énergie, donc on va aux choses faciles. Retrouver de la cohérence, de l'intégrité, se raccrocher à des valeurs, à une éthique. Retrouver du sens, évidemment, puisque on l'a dit en première slide, le burn-out, c'est un problème de je perds le sens et j'ai un problème éthique. Savoir s'affirmer, oser dire non, poser ses limites, renouer avec l'estime de soi, je vous l'ai dit, gestion du temps, gestion de l'énergie. Et alors, il y a aussi parfois dans les grandes entreprises des programmes de prévention burn-out qui existent. Donc, participer, on peut faire de la méditation, on peut faire du yoga, on peut faire de la relaxation, enfin voilà, tous des programmes de résilience, des séances d'information sur le burn-out aussi. Donc voilà. Au niveau de la dépression, ce qu'on conseille pour prévenir de la dépression, c'est rester en activité, avoir une alimentation équilibrée, un bon sommeil, des relations sociales, de la spiritualité. Donc, je rappelle, spiritualité n'est pas égale à religion. Spiritualité, c'est se sentir relié à quelque chose de plus grand que soi. Ça peut être la religion, ça peut être une philosophie, ça peut être se sentir relié à l'univers, au monde. Donc, voilà. Prévenir la dépression, vous pouvez parfois avoir des compléments alimentaires aussi, des oméga-3. Moi, je fais parfois aussi de la luminothérapie, notamment de l'automne, donc du mois d'octobre au mois de mars. J'ai ma lampe de luminothérapie sur mon bureau et le matin, quand je travaille, je fais une demi-heure de luminothérapie. Donc, commencez pas tout de suite par une demi-heure de luminothérapie. Luminothérapie, il y a des programmes. Moi, je commence par 5 minutes, puis 10 minutes, etc. Pour que voilà, mon organisme s'y prépare. Vous pouvez utiliser aussi tout ce qui est sophrologie, massothérapie, yoga, enfin voilà. Aussi, préparez-vous, je vais dire, smooth aussi. Je veux dire smooth dans le sens des activités bien-être aussi vous pouvez avoir dans la dépression. Alors, je vous ai fait ici la petite histoire du burn-out que j'appelle la courbe du burn-out. Je vais la parcourir avec vous pour que vous compreniez un petit peu mieux comment on traverse le burn-out en fait. Donc, vous avez les deux extrêmes. À gauche, la phase de pré-burn-out. À droite, la phase post-burn-out. C'est là où le coaching peut intervenir, en plus de la psychothérapie et des choses comme ça, d'accord? Et ici, la partie du milieu, c'est vraiment, excusez-moi, c'est vraiment la phase aiguë du burn-out, où là, vous venez de péter un câble et vous avez juste besoin de
plonger au fin fond du trou pour pouvoir remonter. Mais avant d'arriver au burn-out, il y a vous. Et vous êtes bien. Vous êtes à l'aise. Et je ne sais pas pourquoi j'ai mis MoMA, mais je voulais mettre Mom, I'm fine. Et j'ai fait, je vois que j'ai fait plein d'erreurs d'orthographe. J'ai oublié, je suis parfaitement imparfaite, c'est génial. Donc voilà, donc ici, vous vous sentez bien, la vie de tous les jours vit son cours, il n'y a pas d'alerte, etc. Mais voilà, vous ne vous rendez pas compte, mais il y a un truc sous-jacent. Et puis le truc sous-jacent, qui est en fait la phase, pardon, je vais respirer, la phase d'alarme et de résistance du stress, où là, vous commencez à avoir un épuisement professionnel et donc, c'est à la fois le mental qui commence à affaiblir et le physique qui commence à affaiblir aussi. Donc, c'est vraiment voilà, les premiers symptômes. Et vous êtes aussi dans le déni, vous êtes plutôt du style « Moi, un burn-out? Mais non, jamais. Non, je suis juste un peu fatiguée. » Ou puis lui, son humour, c'est pas très... voilà, il n'est pas très top son humour. Mais c'est les premiers signes où là, il faut commencer à... Donc là, ce que je conseille, si vous vous sentez dans cet état-là, c'est la sonnette d'alarme. C'est pour ça que ça s'appelle l'alarme et la résistance. Et donc, une fois que vous avez cette sonnette d'alarme, allez déjà chez votre médecin traitant. Moi, de mon expérience, là, il est bon de s'arrêter déjà. La majorité des gens ferment la porte du bureau, partent là et rentrent chez eux et puis vont voir le médecin. Ou la majorité des gens se retrouvent là, peuvent plus se lever le matin, appellent le médecin et le diagnostic tombe. Et donc, quand vous êtes là, pour moi, il faut déjà... Voilà, c'est la sonnette d'alarme, c'est là que moi, personnellement, j'irai consulter tout de suite en voyant les premiers symptômes. Pour pouvoir me permettre de travailler, excusez-moi, de travailler avec un coach ou avec un psychologue pour déjà mettre des choses en place. Et puis, malheureusement, si vous ne voyez pas cette phase d'alarme et de résistance, vous allez péter votre câble. C'est-à-dire qu'on tire la prise, le fusible saute, enfin voilà, on grille les circuits électriques. C'est ce qu'on appelle, mais décidément, la phase de rupture. Donc là, vous craquez psychologiquement, vous tombez, vous laissez tomber au fond du trou parce que de toute façon, vous n'avez pas l'énergie pour remonter. C'est hyper désagréable. Parce que moi, je me souviens, et c'est là, en fait, que je ne me reconnaissais pas et que je luttais terriblement pour donner une bonne image, alors qu'intérieurement, je me sentais tomber complètement. Et puis, vous avez la phase d'épuisement, vous êtes épuisé physiquement, et là, c'est la guérison, c'est la traversée du désert, vous dormez, vous êtes... voilà, c'est là aussi qu'après un certain moment, vous allez pouvoir reprendre le cours de votre vie, mais plutôt psychologique. Là, vous avez besoin d'être entendu, d'être écouté, d'être enveloppé, entre guillemets. Et puis après cette phase de guérison, vous allez un peu remonter la pente, mais avec un peu de scepticisme. Hein. Vous n'êtes pas je vais bien, tout va bien. Je vais un peu mieux, j'ai récupéré de l'énergie, ma pile est un petit peu remplie. Je commence à ouvrir un petit peu la porte du futur et à voir ce qui pourrait s'y vivre. Et donc, c'est là aussi, à un certain moment, vous allez pouvoir travailler avec le coach qui va vous aider à sortir du burn-out et à vous projeter vers le futur, que ce soit privé, professionnel, selon vos choix, ce qui sera bien pour vous. Donc, c'est ce moment-là où oui, vous allez vous reconstruire, vous allez travailler votre résilience, ça c'est clair. Et comme je l'ai dit, vous allez réécrire le scénario de votre vie future pour ne pas rechuter dans le burn-out. Et puis, à un moment, quand vous aurez refait tout ça, quand vous aurez réécrit le futur, vous allez revenir, vous allez vivre au moment présent, dans le futur, mais sans oublier ce que vous avez vécu, c'est-à-dire toute cette chute, ce retour. Donc, vous n'oubliez pas ce que vous avez vécu et vous êtes outillé, vous avez tout. Si vous avez été bien entouré durant toutes les phases, vous avez les outils, vous avez les actions à poser, vous êtes un nouveau vous, en fait. C'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire. Vous êtes un nouveau vous, beaucoup plus mature, beaucoup plus éveillé, entre guillemets. Et
et je sais que ça peut... Attendez, voilà. Je sais que ça peut choquer certaines personnes, mais moi, quand je parle de mes burn-out, enfin, de mon burn-out et de mon brown-out, je dis, j'ai vécu l'expérience du burn-out et du brown-out, et je dis merci à la vie, parce que sans ça, je ne me serais pas aperçue que j'avais droit dans un mur et que j'avais des cadavres dans mes placards et qu'il fallait que je les sorte. Pour ceux qui me suivent, je regarde le timing, pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai une enfance difficile et je n'ai pas pu exprimer mes émotions dans mon enfance, je n'ai pas pu être qui je voulais dans mon enfance. Et donc, ben, j'ai mis tout ça sous un tapis. Et ben, en fait, mon burn-out et mon brown-out, ben, c'est le tapis qui s'est soulevé et qui m'a dit « Coucou, tu nous avais oubliés, nous revoilà, et on va te pourrir la vie si tu ne fais pas quelque chose avec nous. » Donc voilà, j'ai appris à reprendre confiance en moi, j'ai géré ma confiance en moi qui était mon grand problème, ma gestion des émotions aussi, la gestion de tous mes sentiments, et puis oui, ben, oser accepter mes limites, oser accepter que je sois quelqu'un de carré, oser m'exprimer, oser dire ce que je pense parce que j'avais toute la légitimité pour le dire. Croire en mes compétences professionnelles parce que j'avais reçu assez de récompenses qui prouvaient que j'avais une valeur professionnelle. Voilà, il y a eu plein d'autres choses à côté. À stopper mon rôle de sauveur, bien entendu. Oui, voilà, entre autres. Donc voilà. Alors, je vous ai mis quelques chiffres pour ceux qui aiment les chiffres. Ce sont les chiffres de l'INAMI en Belgique. L'INAMI, c'est un organisme médical. Enfin, je ne sais pas trop. Il faudrait que je fasse une recherche là-dessus parce que j'utilise beaucoup ce terme, mais je ne fais jamais de recherche sur ça parce que, bref, bon, soit, c'est pas grave, c'est mon erreur. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que en 5 ans, il y a une augmentation de 46% de burn-out et de dépression de longue durée. Donc franchement, burn-out et dépression, c'est assez catastrophique. Au niveau des hommes et des femmes, ce sont les femmes qui sont le plus touchées par le burn-out et par la dépression. Ce sont les femmes qui sont le plus souvent en invalidité. Alors en Belgique, on parle d'invalidité après plus d'1 an de congé maladie, d'arrêt de travail pour maladie. Ce sont les plus de 50 ans qui sont le plus touchés, mais pas seulement. Hein. Il y a aussi, enfin, moi, je vois dans ma patientèle, ben ça commence à 20 ans, à 30 ans. Et oui, après 50 ans, c'est un peu le plus de ma clientèle. Au niveau des travailleurs indépendants, il y a une augmentation de 59% des cas de dépression et de burn-out. Et le coût auprès de la sécurité sociale, c'est 1,6 milliard, plus d'1,6 milliard d'euros de coûts pour les burn-out et les dépressions. Alors, les coûts, c'est tout ce qui concerne les indemnités, les incapacités, l'aide auxquelles les malades de burn-out et dépression ont droit, etc. Donc voilà. Donc, ça coûte cher, il y en a. Alors, on arrive à la fin. Les burn-out. Alors, il n'y a pas que le burn-out. Moi, je vous ai déjà parlé du brown-out. Le brown-out, comme je vous dis, c'est la perte de sens. Le burn-out, c'est l'épuisement professionnel. Le bore-out, c'est quand on s'ennuie, on n'a plus assez de charge de travail. Voilà. Au niveau de la dépression, je vous avais dit, il y a plus ou moins une dizaine de types de dépression. Je vous ai mis le site sur lequel j'ai trouvé ces informations. Ça part de l'épisode dépressif jusqu'à la dépression récurrente brève, en passant par les troubles bipolaires, les troubles anxieux dont j'ai déjà parlé dans une conférence pour le stress, la dysthymie qui est en fait une dépression, une dépression sur une longue période de temps. Voilà, donc c'est un peu ce qu'on peut retrouver et je vous donne ça en info. Et puis je voulais, puisqu'on arrive à la fin, et je trouvais que cette citation de Margaret Mead,
colle vraiment à l'impact que je veux initier dans ce monde, c'est ne doutez jamais du fait qu'un petit nombre de gens réfléchis et engagés peuvent changer le monde. Ça s'est toujours passé comme ça. C'est un petit groupe d'irréductibles qui a eu un impact et qui a fait que les choses ont avancé dans le monde. Donc, voilà, moi, si aujourd'hui, j'ai pu impacter ne fût-ce une personne dans le monde avec ce que je vous ai raconté, voilà, j'ai initié un changement dans le monde. Et c'est vraiment, c'est réellement pour ça que je fais ces conférences. C'est pas pour gagner des followers, c'est pas pour avoir plus de clients, c'est pas pour faire de la vente en ligne. C'est juste, voilà, vous outiller, vous informer pour que vous soyez plus aguerris dans le monde et que vous pouviez, je vais dire, traverser au mieux les épreuves qui sont mises sur votre chemin. Et voilà, si ça correspond à ce que vous attendez, ben, sentez-vous libre de reprendre contact avec moi pour qu'on travaille ensemble ou pas. Mais je ne vous oblige pas. C'est à vous de trouver et d'initier ce que vous voulez initier pour vous, pour votre futur meilleur. Alors, comme je vous l'offre à chaque séance, c'est un appel stratégique que je vous offre sur le sujet du burn-out ou de la dépression. Si vous avez une question, si vous pensez que vous êtes en burn-out ou dépression, si vous sortez d'un burn-out et d'une dépression et vous vous dites mais comment je vais reconstruire mon futur? Qu'est-ce que je vais écrire comme scénario? Est-ce que je reprends mon boulot? Est-ce que je ne reprends pas mon boulot? Est-ce que je vais travailler ailleurs? Est-ce que je m'installe en tant qu'indépendant? Ça, c'est tout ce qui concerne la phase post-burnout. La phase pré-burnout, c'est il y a quand même des trucs, je vois un peu des signes, mais je ne suis pas certain, je ne suis pas sûre. J'aimerais, oui, c'est vrai que je m'investis beaucoup dans mon boulot, c'est vrai que je suis assez perfectionniste. Bon, tout ça, ce sont des critères qui doivent vous dire que vous êtes dans les profils types de burn-out, sauveur, perfectionniste, surengagé, surinvesti. Voilà. Franchement, je ne vous le souhaite pas parce que ça bouscule et parfois c'est pire que déstabilisant. On croit qu'on ne va jamais en sortir. Mais perso, moi, j'en ai tiré des bonnes leçons alors, sur le moment, on ne dit pas du tout merci à la vie, on dit plutôt fuck à la vie. Mais là, avec le recul que j'ai, je dis merci à la vie pour m'avoir apporté sur un plateau d'argent très brûlant, n'est-ce pas, tous ces sujets avec lesquels je devais me mettre au clair pour devenir la meilleure version de moi-même. Et mon travail va continuer. Je ne me souhaite pas de faire d'autres burn-out dans ma vie, mais voilà, c'est un travail continu, c'est pouvoir se regarder en face, c'est pouvoir... même si j'ai pendant 4-5 ans travaillé sur ma confiance en moi, je sais qu'aujourd'hui, il y a encore des petites choses de ma confiance en moi qui peuvent un peu défaillir ou auxquelles je ne suis pas au clair. C'est un travail de toute une vie et la perfection n'existe pas. Donc voilà. Cet appel stratégique, il dure une demi-heure. Vous pouvez vous réserver votre appel stratégique via le lien et l'adresse HTTPS qu'il y a ici au-dessus. Le but de ce call, c'est que moi, je puisse comprendre votre problématique et que je puisse soit vous donner un conseil, soit trouver une solution en combinaison avec vous, soit voilà, déboucher sur un travail en commun. Moi, j'ai aucun souci là-dessus. Je suis à votre disposition pendant 30 minutes. Il y a des petites questions auxquelles vous devez répondre, mais pour que justement, pendant ces 30 minutes, ce soit le maximum des choses. Et je vous jure, le fait de répondre aux questions, vous allez ressentir, vous allez déposer en fait ce qui vous chagrine en répondant à ces questions-là et vous sentirez déjà une première phase de je me sens plus léger, je me sens un peu libérée par rapport au poids que je portais en moi et à cette lourdeur. Une fois qu'on a trouvé la solution, mais voilà. Alors, le choix, il est dans vos mains. Hein. Moi, je ne vous force pas, je vous ai dit, je ne suis pas ici pour vous mettre un flingue sur la table et dire tu dois prendre contact avec moi, tu dois travailler avec moi. Non, pas du tout.
Vous êtes responsable de votre vie, vous êtes acteur de votre vie, vous êtes autonome et responsable. Ça, c'est votre shop. Moi, je suis juste là pour vous accompagner, pour qu'on fasse un bout de chemin ensemble, petit, long. Alors, on fait un bout de chemin maintenant et on en refait un dans 3 ans, peu importe. Mais voilà, la décision vous appartient. Soit avec ce que je vous ai donné aujourd'hui, vous savez continuer tout seul, vous savez vous prendre en main, prendre soin de vous, etc. Et c'est parti, et tant mieux, et je vous le souhaite. Soit vous vous dites, ben non, moi je ne me sens pas capable de continuer tout seul, j'ai besoin soit d'un petit coup de pouce pour trouver une solution et je la mettrai en place moi-même, soit j'ai vraiment besoin d'un accompagnement complet et je voudrais qu'on en parle durant le call. Donc voilà. Tous mes coordonnées sont ici. Si vous avez des commentaires, des questions, vous les notez, que ce soit ici sur le replay ou sur ma chaîne YouTube, ou vous me contactez ou quoi que ce soit, partagez. Petit pouce up pour dire vous aimez, petit pouce down pour dire ben non, j'ai pas aimé, et comme d'habitude, ben, si vous n'avez pas aimé, dites-moi pourquoi vous n'avez pas aimé, de manière très assertive, très gentille. Ça sert à rien de déverser de la colère. Si vous le faites d'une manière assertive, honnête, franche, gentille, factuelle, je lis sans problème. J'accepte les remarques sans aucun problème à partir du moment où c'est fait dans le respect de la personne. Et les commentaires que vous me donnerez me permettront d'améliorer les prochaines conférences. À bientôt!